Congélation et décongélation, c'est des textes assez courts qui sont comme des modes d'emploi. Quand je l'écrivais, je me disais, c'est une sorte de manuel de sagesse. Je me posais des questions là, assez métaphysiques qui consistaient à se demander comment se comporter par rapport au monde. Est-ce qu'on suit le mouvement? Est-ce qu'on s'oppose? Voilà. Et ensuite, ça prend la forme de modes d'emploi que j'imaginais un peu comme des modes d'emploi de congélation, par exemple, que j'imaginais un peu comme des espèces de sculptures où j'attrapais des petits morceaux de monde que j'agençais. Donc après, j'avais l'impression de décrire une espèce de sculpture en tournant autour. Sculpture étant faite d'une petite scène ici, une couleur là, voilà. Comme si on avait... l'idée au départ était venue du fait que j'avais envie de faire des figures en résine, d'incorporer des petits fragments de choses que j'aurais insérés dans de la résine. Et donc après, je m'étais dit, tiens, je pourrais le congeler en fait. L'idée était venue comme ça. C'est là que c'est proche de la poésie ou que c'est de la poésie. Je pouvais pratiquement parler de rien du monde. Je pouvais pas nommer, je pouvais même pas écrire voiture, presque pas. Je pouvais pas écrire ordinateur, par exemple. Et j'avais beaucoup de mal même à écrire jeu au féminin. J'avais comme ça un ensemble de choses qui m'arrêtaient dans l'écriture, qui me semblaient pas du tout naturelles. Je pouvais pas inventer un personnage ni inventer une histoire. Chaque fois, je me disais qu'il y avait une sorte de malhonnêteté. J'étais sans arrêt dans le doute et dans le refus d'une solution facile, quoi. Et donc c'est les premiers livres, ceux qui sont parus chez Maurice Nadeau, sont des sortes de... c'est l'écriture qui travaille en fait pour que... c'est là aussi que c'est très proche du travail qu'on fait en poésie. C'est la langue qui travaille pour que peu à peu, les choses du monde qui sont dites de mille manières par un langage un peu usé, par le fait qu'il sert à la communication et à l'information, ces choses-là puissent être dites de manière honnête, quoi. En fait, les précédents livres étaient donc plus proches de la poésie et en fait plus resserrés. Et dans celui-ci, la fiction, déjà je peux dire plus de mots, je peux dire ordinateur par exemple, c'est un progrès considérable. Et puis, donc il y a plus d'histoire aussi, donc il est quand même plus lisible. Mais dans les précédents, ce qui avait été assez bizarre pour moi, l'expérience un peu étonnante, c'était que, comme il y a d'autres formes qui vont avec les livres, c'est-à-dire que je prends des extraits de livres et que je les sors, j'en agence des parties et je fais des lectures en public avec ça, avec des images. Je m'étais aperçue que ce qui paraissait difficile dans les premiers livres aux gens qui lisaient les livres, qui achetaient les livres et qui les lisaient, quand je faisais la même chose sur scène avec des spectateurs, là ça devenait tout d'un coup très simple en fait. Donc peut-être que cette expérience d'avoir été comme ça une sorte de conférencière des livres est revenue dans le nouveau. J'ai l'impression que j'ai peut-être compris un peu plus comment mettre ça en relation avec des lecteurs et je sais pas, que ça apparaît. Si j'avais tant de doutes par rapport à ce que je pouvais écrire en poésie, c'est aussi parce que j'avais une sorte de docilité face à ces discours et que dès que je me mettais à les croire trop, je m'apercevais que ça allait pas, quoi. Donc du coup, ça continue quand même avec cette docilité, mais si on suit plusieurs lignes de manière très docile, on s'aperçoit qu'en fait, elle se télescope très vite, quoi. Si on n'en suit qu'une, ça va, mais comme on en entend plein, on peut très bien se mettre à en suivre plusieurs à la fois, et là on se rend compte que c'est la catastrophe, quoi. Tout de suite ça explose, ça se cabosse. Donc oui, je crois que c'est un peu ça le travail qui est à l'œuvre, c'est de faire se télescoper, se détruire des discours de la communication, et puis d'en construire un plus libre. Je suis assez proche d'auteurs en poésie qui classent beaucoup le réel, je sais pas, par exemple des auteurs parus chez Aldante ou parus chez POL, il y a aussi une revue que j'aime beaucoup en poésie qui est la revue Gnoc, où je trouve qu'il y a sans arrêt de très bons textes. Bon, donc toute une école de poésie qui invente des classements un peu étranges du réel. Et comme j'ai toujours l'impression que le réel est dans un bazar pas possible, je me retrouve très souvent à imaginer que je dois ranger des choses. Donc mon livre range des choses dans ces questionnements, dans des espèces de cases de questions. Et c'est de trouver un sens en fait au réel de cette manière-là. Et
je me suis aperçue de manière, enfin, d'une chose assez drôle qui m'avait amusée, donc j'ai retranscrit dans le livre, qui est que les fanfictions sont classées par les jeunes gens, les jeunes filles qui en écrivent, et classées de manière vraiment très très précise. Alors je me dis, donc vraiment selon ce qui se passe dans l'histoire, en fait, on peut donner un nom. Je ne sais plus quels sont les noms, mais angst, par exemple, quand ça fait peur. Enfin, il y a des noms pour chaque petit type d'histoire, chaque sous-catégorie d'histoire a un type, en fait, nommé. Et je me disais que par rapport à roman, poésie, théâtre, c'était vraiment beaucoup plus subtil comme classement, et j'avais bien aimé cette idée. Et en même temps, comme la fanfiction, c'est vraiment le domaine pratiquement que de la fiction, je trouvais que c'était assez étrange que d'un côté, ça soit donné comme vraiment le royaume de la fiction, et qu'en même temps, ça soit aussi un endroit où on classe de manière très précise les choses. Je vis pratiquement que par des questions. Enfin, je suis sans arrêt en relation avec des questions. Après, c'est pas exactement les questions qui font les têtes de chapitre. C'est des questions un peu rhétoriques, quoi. C'est des questions tout d'un coup, par exemple, qui disent Friedrich Nietzsche est-il halal? Tout d'un coup, on met en relation là deux réalités qui ne sont jamais mises en relation. Donc ça crée une sorte de choc de les voir ensemble, mais je ne réponds pas vraiment à la question Friedrich Nietzsche est-il halal dans ce chapitre-là. Les questions sont rhétoriques et en même temps les chapitres sont construits de telle sorte qu'il y a toujours une chute quand même. Ce n'est pas la réponse à la question, mais pour chacun des chapitres, j'avais pratiquement une sorte de schéma que j'aurais pu dessiner. Ils n'ont pas tous la même construction, mais chaque fois je dessinais au fur et à mesure de l'avancée de l'écriture une sorte de petit schéma. Un peu comme fait Sterne, en fait, d'Envie et Opinion de Tristram Shandy à la fin, il fait des espèces de petites lignes qui décrivent l'avancée de ses chapitres. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait qu'à la fin, il y a toujours quand même une sorte de dessin qui donne quelque chose à la fin, une sorte de petite virgule, ou un truc, une spirale. Oui, c'est ce que j'aime le plus, je pense, la langue, la manière dont elle est utilisée de diverses manières, dans la littérature d'une certaine manière, mais aussi partout ailleurs. C'est pour ça que la langue est un peu usée, parce que dans une société de communication et d'information, elle est utilisée par tous, et parfois pour vendre des choses, elle sert à tout, et et en même temps elle est très diverse. Et j'aime beaucoup tous les discours maladroits. Enfin, donc, par exemple, j'ai lu beaucoup de forums en écrivant le livre. Voilà, aussi bien de la littérature que des forums ou des livres techniques, parce que chaque fois c'est des langues différentes, des textures différentes, et c'est ça qui me plaît le plus, bien sûr. Donc, après, quand je les reprends à mon compte, j'essaie de les remixer, de les réagencer par petites touches pour que ça crée autre chose. Moi, il y a une citation de Barthes que j'aime beaucoup. Un passage de Barthes où il explique dans le degré zéro de l'écriture que quand le langage est pris dans des sociétés totalitaires, les mots perdent leur sens, leur ambiguïté, leur polysémie, et que, en plus, le réel est jugé par avance. Voilà, c'est ça exactement. C'est peut-être ça le coma. Dès qu'on dit quelque chose, c'est soit bien, soit mal. Il n'y a plus d'ambiguïté possible, quoi. Donc, lui donne l'exemple d'individu, pour parler des grévistes, un individu, donc ça devient quelqu'un de louche. Et moi, dans le langage plus récent, ça me fait souvent penser au mot quotidien, le moment où on a commencé à dire au quotidien, sur le terrain au quotidien, à peu près vers 2002, je sais pas, à peu près 2001-2002. Et quelqu'un qui est sur le terrain au quotidien, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, quoi. Par opposition à quelqu'un qui serait dans un bureau, peut-être, ou voilà, qui ne serait pas tout à fait sur le terrain au quotidien, qui serait même pas au quotidien, parce qu'après, sur le terrain, il a disparu, on n'a plus gardé qu'au quotidien. Donc au quotidien, c'est bien, quoi. Quand on dit au quotidien, c'est marqué de la valeur du travail, et plutôt du travail manuel, de celui qui se tape les problèmes, quoi. Donc, du coup, ce mot quotidien qui devrait être neutre, a priori, qui n'a rien de particulier, enfin, simplement ça veut dire tous les jours, du coup, il prend une valeur positive liée à quelque chose qu'on veut lui faire dire sur le travail, ou sur une certaine classe sociale, en fait. Voilà.
Donc bon, ça c'est un exemple, mais en fait tout le langage est affecté de ce genre de choses. Et donc oui, c'est le travail d'écriture de remettre ça de le réveiller du coma. Mediapart. Il se trouve que j'appartiens plutôt au champ de la poésie, parce que c'est découpé sociologiquement comme ça en France en fait. Parce que la poésie est l'endroit, le lieu de littérature où toutes les formes sont possibles, où il y a le plus grand degré de liberté, où on peut inventer tout ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, voilà, sans devoir se conformer à une forme précise. Du coup, même si j'écris pas du tout des poèmes, je me sens quand même bien dans le milieu de la poésie. En effet, on dit que le roman est un genre protéiforme qui peut tout contenir en lui, toutes les formes possibles. Et malgré tout, j'ai plutôt tendance, j'aurais du mal à dire que j'écris des romans et que je suis romancière. Et je crois que ça vient pas c'est simplement que ça vient pas du même endroit. J'ai l'impression que le roman, déjà, quand même, sa structure, c'est quand même la narration au départ, et ensuite on y met des tas de choses. Et moi, j'ai l'impression que ma structure est plutôt liée au rapport avec le réel. Donc pas du tout au désir de raconter des histoires, mais plutôt à des questions que je me pose. Et ensuite, je les mets en littérature. Il peut y avoir des histoires, et même c'est bien qu'il y ait des histoires qui viennent s'insérer dedans. Quand on réfléchit aux choses dans la conversation, quand on discute, on se pose des questions, on parle de thèmes généraux, on parle de la mort, on parle d'une recette de cuisine, ensuite on raconte une anecdote qui a à voir avec une chose ou l'autre, ou qui met les deux en rapport. Voilà. Et donc, on change comme ça de sujet, de manière assez naturelle. Et donc j'ai plutôt l'impression que c'est lié à des modes d'existence en société qu'à une forme littéraire, même si on pourrait rattacher à Montaigne aussi, par exemple, cette manière de réfléchir à des sujets et pas à le faire. Donc c'est plutôt des sujets qui pourraient être philosophiques, et en même temps, après, la manière dont on le fait est aussi quitte la réflexion pure. C'est pour ça que c'est pas du tout de la philosophie. Et s'en va valdinguer ici et là. Tout d'un coup, celui qui mène la réflexion est découragé par sa réflexion, ou au contraire s'excite, ou au contraire se décourage, ou a envie de partir à la piscine et arrêter de réfléchir. Toutes ces choses-là peuvent intervenir dans la réflexion, et du coup font que ce n'est pas le résultat de la réflexion qu'on obtient, mais le cheminement avec toutes ces choses psychologiques qui passent dans l'esprit de celui qui est en train de réfléchir. J'ai rassemblé des tas d'éléments, et donc au départ je les avais posés les uns à côté des autres, mais ça ne convenait pas, donc ils ont commencé à se relier, ça ne convenait toujours pas. Après j'ai rajouté des fictions, etc. Et c'est en tournant d'année en année avec tous ces éléments épars, en les reprenant, en les mettant sous une autre forme, en fiction, en liste, etc., que seulement pratiquement dans la dernière année, il y a eu un moment vraiment assez exaltant d'écriture, assez jubilatoire, comme une espèce d'énorme énergie d'écriture. Donc c'était seulement là que j'ai eu l'impression de reprendre le dessus sur toutes ces choses éparses et diverses, etc. J'avais l'impression d'arriver avec un bélier, comme on faisait au Moyen-Âge pour défoncer une porte, d'arriver comme ça en courant, et puis de passer, quoi. Alors que les premières années, c'était vraiment, là, j'avais plutôt l'impression de traîner un sac de pierre. J'ai un rapport un peu ambigu à la fiction, j'aime beaucoup, et en même temps j'ai toujours peur qu'il y en ait trop. Donc il est dans ce passage-là sur les fanfictions et le storytelling, il est question de ça en fait. Donc ce sont des jeunes filles, très souvent des jeunes filles en fait, donc là dans le livre c'est le cas, qui écrivent des histoires à partir de personnages qui existent déjà. Donc donc je trouvais ça plutôt sympathique. En même temps, quand on commence à en lire, on est aussi assez vite étouffé par ces fictions. Et en même temps, donc il a été dit par un spécialiste des médias aux États-Unis qu'il s'agissait, ce phénomène très important, surtout aux États-Unis, au Japon, etc., et aussi en France, consistait à reprendre le pouvoir sur nos mythes
face au storytelling qui, au contraire, a tendance à accaparer les mythes de l'humanité et à en faire de la communication. Donc je trouvais ça plutôt sympathique. Et à la fois, quand je me suis mise vraiment à en lire, je me sentais un peu étouffée. Et je me disais que c'était assez proche du rapport que j'ai avec la fiction en général. C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai un grand enthousiasme. Je regarde beaucoup de séries, j'adore je suis une très bonne spectatrice de fiction. Et en même temps, si moi-même je me lançais dans un grand fleuve de fiction, je serais angoissée. Je sentirais une grande angoisse parce que j'aurais l'impression de perdre pied avec le monde, quoi, de lâcher trop longtemps. Voilà, comme si la fiction nous détournait en même temps du monde et que j'ai l'impression qu'il faut que je vienne et que je reparte, quoi. Le titre est arrivé dès le début. C'était par contraste avec le livre précédent qui s'appelait « Comment faire disparaître la Terre » où il y avait beaucoup d'ironie. Et quand ce livre a été fini et qu'il a été publié, je me suis dit quand même la prochaine fois il faudrait être moins ironique, il faudrait être plus en harmonie avec le monde. Alors je me suis dit voilà, ça va être féerie et de manière générale. Enfin chacun de mes livres en fait, je mets longtemps à les écrire, mais pour chacun je me dis que c'est une sorte d'appréhension générale du monde, quoi. Je me dis pas que je vais écrire un livre sur tel sujet par exemple, je me dis que ça va être à ce moment-là, temps T, ça va être la manière dont je vois la généralité des choses, quoi. Donc c'est pour ça que c'est général. Et donc je me suis aperçue qu'il fallait que je prélève dans le réel les choses précises qui me plaisaient, parce qu'il y en avait beaucoup qui me plaisaient quand même pas. Et donc pour que ce soit une féerie, il fallait vraiment que je prenne les petits morceaux, que je les juxtapose. Donc ça, c'était la première idée de féerie générale. Et puis ça n'a pas marché, comme je le disais tout à l'heure. Les choses se sont remises en lien et de manière qui ne me convenait pas spécialement bien. Donc ensuite, il y a dû avoir tout ce travail d'écriture pour arriver à un nouvel état, dont j'avais quand même gardé le titre pour essayer d'atteindre quand même quelque chose qui serait de l'ordre de la féerie, mais par un retravail en fait. Et voilà, du coup, donc c'était ce moment-là où j'arrive avec mon bélier. C'est là que pour moi, en tout cas dans l'écriture, c'est tellement plus jubilatoire parce que j'ai l'impression de déplacer quand même un peu les lignes, donc ça devient pour moi plus féerique. Et bizarrement, alors la chose à laquelle j'avais pas du tout pensé, à laquelle j'ai pensé très récemment, quand on m'a déjà posé la question du titre, je me suis dit que ça sonnait plus maintenant comme une sorte de slogan en fait. Et ça, je ne l'avais pas du tout envisagé. Comme on dirait maintenant aller grève générale ou baston général. Ou rêve général, voilà. C'est terme. Oui, ben en fait, oui, je n'avais pas du tout fait le lien. Voilà, rêve général, oui, c'est ça. Féerie générale, comme si on disait, bon, maintenant, allons-y. J'ai plutôt l'idée de quelque chose de collectif, de changer, de prendre en compte nos imaginaires actuels, quoi, par l'imaginaire qui vient des films, et puis d'essayer de voir comment le faire à peine bouger, le décaler à peine vers autre chose pour le remettre un peu en mouvement. Et dans toutes les listes de personnages, les castings qu'il y a au début de chaque épisode, comme on aurait un générique de série avec l'ensemble des personnages, à la fin de chaque casting, en fait, il y a un peuple. Ça peut être le peuple japonais, à un moment c'est le personnel d'une usine, et à la fin c'est les peuples du monde entier. Voilà, allons-y. Et donc, voilà, du coup, je me suis dit qu'en effet, s'il y avait quelque chose d'un slogan possible. Mediapart. Le monde est sous cloche dans le musée de l'homme. Lors de son premier séjour en France, Sven Tikkanen était chargé à l'université de Bordeaux d'un cours sur le philosophe italien Giorgio Agamben. À cette époque, jeune professeur radical, il refusait de commenter les textes et en donnait une simple lecture à voix haute devant les étudiants, partant du principe que les philosophes écrivent ce qu'ils souhaitent à la virgule près, qu'il n'y a rien à ajouter. Sven Tikkanen transmettait donc cette parole brute sans commentaire et traumatisera durant un semestre une promotion d'étudiants par cette lecture de dizaines de pages d'Agamben sur le capitalisme, glaçant le sang d'un auditoire au bord des larmes. Les étudiants supportaient mal cette description philosophique d'un monde qui vire au cauchemar. Monde qu'en ressortant de la salle de cours, ils découvraient effectivement comme une montagne de produits affreux, bon marché et usagés avant même d'avoir servi. Monde habité de main-d'œuvre sous-payée et de populations enfermées dans des camps. Et une fois que votre monde ressemble à cela,
Vous le voyez devenir de plus en plus lointain, cassant et inhospitalier. Il est plongé dans un cauchemar brumeux. Vous n'y avez plus accès. Justement, Noël approchait. Les boutiques se remplissaient de pulls presque déjà feutrés, d'appareils photos qui marcheront 2 semaines, de milliers d'ours en peluche semblables, appelant des milliers de câlins similaires. Les étudiants, après la journée de cours, se dirigeaient vers les boutiques de centre-ville pour y trouver des cadeaux de Noël. Mais les objets les dégoûtaient. Au lieu de voir en eux, comme les autres années, des présents qui combleraient de joie leurs parents, ils ne voyaient plus que des marchandises séparées d'avec elles-mêmes, exhibées comme fétiches par l'affreux spectacle des vitrines. Tout se passe, se disait-il à chacune de leurs virées cadeaux, errant parmi les magnifiques façades 18e et les boutiques cossues où ils n'achetaient rien, tout se passe comme si, au lieu de vivre dans le monde réel, nous vivions dans le musée de l'homme. Tout est là devant nous, mobilier, vêtements, fourchettes, outils, pièces de monnaie. Mais ces objets demeurent lointains et inaccessibles derrière leurs vitres. Nous ne pouvons pas en faire usage, et si nous le faisions, ils tomberaient en miettes. L'heure est venue de la frustration. Le réel muséifié n'est plus disponible, le réel est un pauvre fromage sous cloche. Et si le monde est le musée de l'homme, se disait-il, quel rôle avons-nous dans ce musée ? Eh bien, le pire, c'est que dans ce musée, nous sommes relégués au plus bas niveau de l'échelon, à la fonction de visiteur. Si encore nous étions directeurs du musée de l'homme, ou responsables des relations publiques, ou même guide conférencier, passe encore, ça pourrait être drôle. Mais visiteur, quand même, c'est rude. Visiteur, c'est le rôle le moins gratifiant de l'organisation muséale. Le visiteur est censé s'intéresser à des trucs sans les toucher. Il se penche gentiment pour lire les cartels, reste toujours bien poli, alors qu'il a constamment un gardien sur le dos, vérifiant justement qu'il ne touche à rien. Mediapart. C'est une commande au départ de l'ENSIB, qui est l'école des conservateurs de bibliothèques à Lyon. Donc c'était les 20 ans de l'ENSIB, et ils ont demandé à 19 auteurs plus une photographe d'écrire, donc la photographe a photographié les bibliothèques et les médiathèques en fait récentes, et les auteurs ont écrit chacun un texte sur une médiathèque. Et donc on m'a proposé de choisir une médiathèque, donc j'ai pris celle de mon quartier. Je suis arrivée à Lyon depuis 5 ans à peu près, et il se trouve que cette médiathèque a été construite aussi, a ouvert ses portes il y a 5 ans, pratiquement le même mois que moi je suis arrivée à Lyon, donc je me sentais assez proche de cette médiathèque. En même temps, je me disais, écrire un texte sur une médiathèque, c'est pas facile, parce que j'adore les bibliothèques, vraiment, je suis une grande fan, je passe mon temps dans les bibliothèques et les médiathèques, et en même temps, du coup, écrire là-dessus, ça me semble un endroit tellement parfait où vivre que... Et du coup, il n'y a rien de spécial à en dire, quoi. Donc je me disais un peu, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et donc il se trouvait que sur cette médiathèque, il y a une phrase de Marguerite Duras qui est très belle sur l'écriture. Cette médiathèque s'appelle la médiathèque Marguerite Duras, bien qu'en fait le nom ait été oublié, qu'on l'appelle maintenant du nom du quartier, médiathèque du Bachut. Et donc il y avait cette phrase de Marguerite Duras. Et puis, donc il y a 5 ans, quand je suis arrivée à Lyon et que cette bibliothèque a ouvert, je me disais, c'est génial d'arriver dans ce quartier... avec cette phrase comme ça où on dit, en gros ce qu'elle dit dans cette phrase c'est que écrire était la seule chose qui lui importait, qu'elle l'a fait. Voilà. C'était son rêve, c'était la seule chose qui enchantait sa vie, elle dit. Et donc elle l'a fait, l'écriture ne l'a jamais quittée. Signé Marguerite Duras. Alors je me disais c'est génial d'avoir ce discours-là à l'égard du public, quoi. On dit vous avez un rêve, faites-le, c'est bien. Quelque chose enchante votre vie, faites-le. Et puis, au fur et à mesure des années, donc c'est une bibliothèque que je fréquente assez souvent, je voyais que la phrase se salissait, c'est-à-dire qu'il y avait des toiles d'araignée dessus, de la poussière dans la vitrine, tout ça, je trouvais ça un peu étrange, dans ce beau bâtiment qui est très bien entretenu. Dans cette vitrine-là, où avec la phrase de Marguerite Duras, rien n'était fait, et elle prenait la poussière, et il y avait peu à peu des araignées qui habitaient la phrase de Marguerite Duras, et ça m'ennuyait. Alors du coup, j'ai décidé d'écrire un texte sur cette phrase et puis sur ma relation à Marguerite Duras, parce que c'est, je pense, le premier auteur qui m'a vraiment impressionnée quand j'avais une quinzaine d'années. Enfin, je lisais beaucoup, mais là, vraiment, je me suis dit, c'est parce quelque chose que je ne comprends pas du tout. C'était le moment où L'Amant est sorti, en fait. Et un livre qui m'avait vraiment marqué aussi, parce que je comprenais presque rien, que je trouvais ça très, très étrange.
Du coup, je me suis dit que j'allais parler de ça. Et j'en ai profité pour aller voir la conservatrice de la médiathèque et lui demander si c'était qu'elle avait un problème de budget. Je voulais bien nettoyer la phrase, nettoyer la vitrine, quoi. Si c'était simplement, je lui ai dit, j'habite dans le quartier, je peux rendre ce petit service. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'accès à la phrase. C'est pour ça que la phrase n'était pas nettoyée, parce que c'est l'architecte apparemment, ou par économie, je ne sais pas exactement pourquoi, a oublié de faire un accès à cette vitrine-là. Donc tout le reste de la vitrine qui fait je ne sais pas combien de mètres de haut est nettoyé régulièrement, mais ce passage, enfin, il n'y a pas de passage vers ce petit bout de vitrine. Donc. Alors je lui ai dit, enfin elle me dit il y a quand même un petit passage, il faudrait que vous montiez de ce côté-là, vous passez par-dessus la porte et puis vous redescendez de l'autre côté. Je lui dis génial, on va faire ça, mais en même temps elle me dit mais vous ne pourrez pas le faire parce que c'est interdit de monter sur une échelle dans un lieu public. Vous allez tomber, vous risquez de tomber, et puis on aura des tas d'ennuis. Alors, en même temps, elle me disait, je vous tiendrai l'échelle, vous irez, mais... Puis après, elle disait, non, mais en fait, on ne va pas le faire de toute façon, bon, etc. Et donc, j'ai écrit aussi là-dessus, sur les assurances et le fait qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire, parce que pour des questions d'assurance, etc. Donc, sur toutes les interdictions aussi qui font qu'on se sent parfois un peu coincé dans les diverses situations que propose la société. Ça pourrait être simple, quand on a un plumeau, on a une phrase sale, on y va et puis on nettoie, quoi. Et c'était pas si simple, voilà. Donc le texte parle aussi de ça. Bon, et puis finalement, en fait, elle a été assez amusée par cette idée et puis aussi elle se disait depuis un certain temps que c'était quand même embêtant que cette phrase de Marguerite Duras prenne la poussière. Donc tout ça a fait que les échelles sont arrivées, des échelles fixes des deux côtés de la porte et que j'ai pu monter, j'ai pu passer, j'ai pu redescendre et j'ai pu nettoyer la phrase. Mediapart. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, quand le précédent livre d'Emmanuel est paru, Comment faire disparaître la Terre, je l'ai lu, je l'avais acheté au moment de sa sortie, je l'avais lu, et il m'avait vraiment enthousiasmée. J'avais énormément apprécié en particulier la structure du texte. J'avais aimé la manière dont des îlots étaient comme rattachés les uns aux autres sans qu'on comprenne au début et au milieu de la lecture comment tout ça faisait sens, et j'avais apprécié cette sensation de lecture d'un puzzle qui se constituait. Et puis j'avais beaucoup souri, et puis j'avais été frappée par sa manière de mettre en relation des choses qui sont a priori déconnectées les unes des autres. Mais j'étais, je ne sais plus très bien au travail sur quel spectacle, je ne m'étais pas dit je vais monter ce texte-là, mais en tout cas je sais que l'expérience de lecture m'était restée, et puis j'ai monté, effectivement, Ponge, Pérec, Quintane. J'ai travaillé sur un texte de Véronique Pitolo, qui est poète, et j'ai mis en scène un texte de Jean-Charles Macérat. Et puis ensuite, en 2009, je venais d'adapter à la scène le livre de Patrick Ourednik, Europeana, une brève histoire du XXe siècle. Et puis j'étais à un moment où j'étais dans ces phases de recherche de textes qui sont des moments où on lit un peu tous azimuts. Et quand j'avais monté Europeana, qui donc racontait toute l'histoire du XXe siècle en 150 pages, et qui s'arrêtait en 2001, je m'étais dit, moi, ce que j'aimerais finalement, c'est faire un spectacle qui parlerait de ce qui se passe après 2001. Voilà, d'une certaine manière, sans du tout vouloir retravailler avec Ourednik, puisqu'il avait écrit ce livre-là, mais en tout cas, moi, dans mon parcours de metteur en scène, de parler de ce qui suit, et donc, du coup, de parler clairement du monde contemporain. Et en particulier, puisque je cheminais à la fois, on va dire, artistiquement, mais aussi personnellement, politiquement, j'avais la sensation que, à chaque fois qu'une question m'intéressait sur un plan politique, ou même théorique, j'en arrivais à la question écologique. Donc, en gros, pour faire vite, la question aussi bien de la destruction des espèces que de la disparition des ressources naturelles. Et puis, on était au moment du Grenelle de l'environnement, du sommet de Copenhague. Et puis, c'est quelque chose qui, moi, me semblait de plus en plus comme le cadre vers lequel on venait buter, quel que soit le sujet auquel on a envie de s'intéresser. Et donc, je m'étais dit, c'est de ça dont j'aimerais parler, mais sans pouvoir préciser exactement le ça en question. Mais disons, voilà, avoir cet horizon
thématique et politique pour le prochain spectacle. Et j'avais accumulé un peu de matière documentaire, j'avais imaginé un moment peut-être me passer d'un auteur et puis faire ce que font de plus en plus de metteurs en scène aujourd'hui aussi, c'est-à-dire de venir avec une matière qui est proposée aux acteurs et puis d'élaborer finalement dans une écriture de plateau un texte qui n'aurait pas d'auteur mais qui serait le produit collectif de notre travail. Et en même temps, quand j'avançais dans cette perspective-là, je me disais, ouais, mais j'ai quand même envie d'un auteur parce que l'auteur, c'est celui qui justement va donner la couleur particulière, la tenue, la forme, que je ne suis pas certaine qu'on trouvera sans l'auteur. Alors je me suis remise en recherche de ce texte, et puis j'ai lu, et je me suis dit, ce texte, il n'existe pas, il faudrait que quelqu'un l'écrive. Et je me suis donc souvenue de Comment faire disparaître la Terre, qui d'une certaine manière, quand on n'a pas lu le texte, pourrait s'annoncer comme un texte qui s'intéresserait à l'écologie. Alors, ce n'est pas du tout le cas, mais je me souviens qu'il y avait un passage dans tous ces petits îlots qui m'avait marqué. C'était un passage où Emmanuel parlait des palmiers qui poussent dans des pots dans lesquels il n'y a pas de terre. Enfin, toutes ces plantes vertes qui occupent les halls d'aéroports ou bien les patios de magasins, et donc ces plantes qui poussent sans terre, et c'est à la fois une réalité tout à fait banale et prosaïque, mais qui a presque une valeur métaphorique. Et donc j'ai écrit Emmanuel, que je ne connaissais pas, on ne se connaissait pas, en lui faisant la proposition d'une expérience de théâtre, puisque je m'étais un peu renseignée, j'ai vu qu'elle n'avait jamais fait ce passage-là à la scène au sens d'un spectacle. Et donc je lui ai parlé de mon envie thématique, de mon intérêt pour sa démarche d'écriture. Et on a commencé du coup une collaboration qui a été une expérience très riche et très agréable, puisqu'elle a travaillé à partir de choses qu'elle avait déjà, d'une certaine manière, en boutique, dans le texte qui donc a été écrit, qui s'appelle « Laissez-nous juste le temps de vous détruire ». On retrouve des bouts, des îlots de Comment faire disparaître la Terre, mais aussi de Féerie générale qui était en travail, mais qui parvient quand même à un texte singulier qui est ce texte de théâtre, et qui a eu pour particularité, d'une certaine manière, de se faire dans un aller-retour ou dans une triangulation entre la proposition d'Emmanuel, ce que les acteurs en ont fait dans des séances préparatoires, en particulier en improvisant, et puis le retour que moi j'avais avec Emmanuel sur ce qui s'était passé avec les acteurs au plateau. Donc par boucles successives, on est arrivé à une version du texte qui a intégré aussi beaucoup ce que les acteurs en ont fait, puisque par exemple, il y avait dans la version initiale du texte qu'Emmanuel nous avait proposé des passages qui étaient assez narratifs, qui sont en partie des textes qu'on retrouve dans Féerie générale. Par exemple, une discussion entre deux personnages qui décident de quitter la région parisienne et de s'installer à la campagne, de construire une maison bio, et qui se retrouvent confrontés à toutes sortes de questions à la fois techniques et des questions de couple, et qui sont, comme tous les personnages du texte, habités par la question « comment faire ?» Donc pour eux, c'était comment faire pour à la fois sauver son couple et construire sa maison bio. Ce texte-là, au départ, c'était un texte assez narratif. Et deux des acteurs du spectacle s'en sont emparés. Ils ont improvisé et ils ont introduit du dialogue là-dedans. Emmanuel a retravaillé sur leur proposition. Et puis, un peu comme en cousant dans la haute couture sur la peau des comédiens, on est arrivé à une version finale du texte qui, en grande partie, intégrait ces propositions des acteurs. Et donc, finalement, ce qui a été extrêmement agréable et je pense réussi, c'est que le talent d'Emmanuel, ça a consisté, et c'est en ça que je savais, en lui proposant ça, qu'elle trouverait une solution à mon problème. C'est que moi j'avais comme ça un horizon thématique, je voulais parler du contemporain, ce qui rejoignait aussi ses préoccupations. Mais elle m'a dit très vite, parler d'écologie, parler de la préoccupation environnementale, c'est terrifiant comme sujet, parce que l'urgence, elle est là, la catastrophe, elle est devant nous. On est conscient, enfin en tout cas elle et moi étions conscients que où qu'on mette les pieds, on a l'impression que le terrain est miné, et faire un spectacle comme ça va être horrible, quoi. Ça va être plombant, ça va être bien pensant, et on s'est très vite dit qu'on ne voulait pas faire un spectacle qui donnerait des leçons aux spectateurs, pas faire un bréviaire écologiste, pas proposer une sorte de catéchisme écolo en disant aux gens comment vivre, mais plutôt partir de questions. Et finalement, la question qui irrigue le spectacle
et qui fait écho aux questions qui se trouvent dans Féerie Générale, c'est comment faire. Voilà. Comment faire, et alors comment faire pour trouver un mari sur Internet, comment faire pour construire sa maison bio, comment faire pour installer des toilettes sèches dans un appartement, comment faire pour réparer une machine à café expresso qui a été conçue pour ne pas durer plus que quelques mois. Et donc on est arrivé à une sorte de kaléidoscope de personnages, chaque comédien dans le spectacle jouant plusieurs personnages, qui successivement essayent de répondre à la question comment faire. Donc ça, c'est finalement une des manières de raconter le spectacle. Et une autre manière, c'est de dire qu'il y a comme une sorte d'énigme qui est finalement résolue, c'est que le spectacle s'ouvre sur une série de propriétaires, qu'on retrouve aussi dans Féerie Générale, et un enquêteur débarque dans ces jardins, et il rencontre des propriétaires en train de faire un barbecue dans leur jardin, et il commence à leur poser une question un peu étrange. Il veut absolument savoir ce qu'il y a derrière la haie de jardin. Et ces propriétaires sont très surpris puisqu'ils disent mais derrière la haie il n'y a absolument rien, parce que la haie c'est justement ce qui nous protège, la haie c'est ce qui nous isole du reste du monde. Et d'une certaine manière, de péripéties en fiction, de petites scénettes en petites scénettes, on aura à la fin une réponse à la question de ce qu'il y a derrière la haie. Voilà, c'était une autre manière de raconter le spectacle. Derrière tous les comment faire, il y a finalement la réponse à la question « Qu'y a-t-il derrière la haie de jardin ?» Mediapart. J'arrivais avec de la matière déjà assez travaillée pendant un certain temps, qui m'était donc très familière, qu'on en tirait des fils et qu'ensuite on retravaillait ça à plusieurs, en fait, Myriam et moi. Au départ, on avait une matière beaucoup trop importante, donc on l'a beaucoup réduite. Donc Myriam proposait des manières de filer à travers le texte, comme ça, des trajets en fait. Ensuite, les comédiens ont dialogué, donc comme disait tout à l'heure, j'ai repris. Du coup, j'ai pas du tout eu l'impression que ça se télescopait, quoi. J'avais l'impression que ça prenait forme, enfin que on parlait tout à l'heure du réel, il y a le réel. Ensuite, il y a le retravail dans la littérature, et là, ça redevient réel au théâtre. En fait, c'est ça qui est beau, c'est que tout d'un coup, c'est des vraies personnes, à nouveau, la boucle est bouclée, quoi. Donc j'avais l'impression que ça prenait forme d'une certaine manière, ça aurait peut-être pu être différent avec quelqu'un d'autre, dans d'autres circonstances, mais j'ai pas eu l'impression de deux choses qui arrivaient comme ça. C'est vrai que moi, j'avais pas de précédent avec Emmanuel, c'était notre première expérience, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres, mais on a, je pense, trouvé un mode de fonctionnement qui était assez simple, parce que de mon côté, le type de texte que j'avais monté sont dans une forme de familiarité avec l'écriture d'Emmanuel, c'est-à-dire que si je l'ai sollicitée, c'est en sachant et en appréciant qu'elle ne soit pas justement dramaturge. Dans les textes que je monte, justement, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à travailler sur une certaine qualité de fiction qui ne soit pas exactement celle de la fiction dramatique classique, en avançant justement dans le récit sans avoir besoin des ingrédients nécessaires de la fiction dramatique, d'une certaine manière en faisant bouger le quatrième mur, c'est-à-dire que ce qui moi m'intéressait dans ce que fait Emmanuel en tant qu'auteur, et je l'ai invité donc à travailler avec nous sur cette base-là, c'est qu'on a comme une sorte de curseur qui se déplace, c'est-à-dire que dans le spectacle, à certains moments, on est au degré zéro de la fiction, c'est-à-dire qu'on a une adresse directe au spectateur, le comédien en tant que personne réelle s'adresse et il n'y a pas de fiction. Et puis ensuite, on déplace le curseur et puis on rentre et on arrive au maximum de l'intensité, un personnage qui a une vraie consistance de personnage. Et donc là, on fictionnalise totalement et on a beaucoup réfléchi aussi à la force fictionnelle des personnages de la série, effectivement, où à un moment, on a quelque chose qui a une épaisseur, on a une situation sociale, un ancrage, un contexte géographique, une situation psychologique. Et dans le spectacle, ce qui était assez jubilatoire et intéressant, je crois aussi pour les comédiens, c'était d'entrer et de sortir. C'est-à-dire qu'à un moment de se dire, c'est le comédien en tant que comédien, puis là, il ouvre une porte et il devient un personnage et puis il en ressort. Et c'est une manière justement d'être dans cette distance variable au réel, ce qui correspond aussi à ces textures du texte, puisque dans la pièce, mais
comme dans les textes d'Emmanuel, on a une manière de tisser de la fiction et de la théorie. On a de la théorie qui cadre la fiction, puis de la fiction qui est nourrie de théorie, ce qui à la fois donne, je pense, une valeur à ce qui est dit, puisque c'est une manière d'interpréter le monde à l'horizon de ce qu'on en sait, de tous les savoirs qui organisent notre expérience vécue du réel. Et puis c'est une manière aussi de produire de l'étrangeté, de la drôlerie dans ces rencontres entre des types de discours. Et de ce point de vue, je pense que le type de travail que je fais permettait d'accueillir assez naturellement l'écriture d'Emmanuel. Et comme Emmanuel a aussi elle-même son expérience de scène en tant que performeuse, lectrice, intégrant de la vidéo, elle avait déjà fait un pas vers la scène. Et donc je pense que la rencontre n'était pas aussi brutale qu'un auteur qu'on aurait sorti totalement de sa solitude. En tout cas, on ne l'a pas vécu comme une brutalité. Et puis dans notre travail aussi, on avait mis en place quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui était notre Unifpop. C'est-à-dire qu'on s'est dit que pour se rencontrer justement, et avec les comédiens aussi, on allait en amont du travail, non pas en amont, en même temps qu'on a fait le travail, c'était un peu en amont par rapport au travail qu'on faisait, mais pas dans le temps, en même temps qu'on faisait notre travail de théâtre, on organisait des séances de réflexion qu'on a rendues publiques, où on avait des invités, et qui nous permettaient de réfléchir de manière assez un peu théorique à ce qu'on voulait faire ensemble, et donc à ajuster nos références aussi. Et donc entre autres, on a fait une rencontre sur les séries télé, puisque je me posais beaucoup la question de la fiction et aussi du dialogue, etc. Et que je suis une grande spectatrice de séries, donc ça m'intéressait que des gens viennent théoriser à ce sujet. Et puis j'avais aussi l'idée que ça pouvait ressembler un peu à des sitcoms, les petites parties de fiction qu'on avait au théâtre, les moments où les comédiens sont vraiment des personnages. On pouvait avoir comme ça une petite scène de sitcom, et ensuite on en ressort et on redevient des comédiens, etc. Et puis l'autre aussi qui me tenait beaucoup à cœur, c'était la rencontre sur la conférence performance, qui est un peu l'autre côté, c'est-à-dire quelque chose, c'est un genre qui s'est pas mal développé les dernières années en art contemporain, un peu en littérature, mais surtout en art contemporain, où des artistes font des performances, mais qui ne sont pas liées au corps, qui sont liées au sens en fait. Donc, viennent faire ça prend donc la forme de conférences, mais des conférences un peu étranges où des objets peuvent intervenir, hein, voilà, des conférences qui dévient, qui prennent un peu la tangente par rapport au sujet. Et ça c'est donc l'autre côté, c'est-à-dire le moment où on avait des passages dans le théâtre, dans la pièce de théâtre un peu plus théoriques, par exemple le passage où un espèce d'anthropologue des pavillons, des maisons individuelles vient sur scène réfléchir à ce que c'est qu'habiter une maison et quel est cet étrange bonheur du barbecue que nous ressentons tous très fort quand nous faisons un barbecue. Donc c'est séances ouvertes au public de réflexion théorique sur l'esthétique en fait, nourrissaient aussi, ont beaucoup nourri notre travail à plusieurs. Effectivement, le comment faire, on peut le prendre à deux niveaux. Il y avait sur le plan de la thématique que je voulais aborder, on en est bien tous là. Hein. Que faire, comment faire avec ces objets dont l'obsolescence est programmée, que faire avec nos modes de vie auxquels on ne veut pas renoncer. Donc ça, on va dire que les personnages se posent cette question dans un effet miroir avec le spectateur, ce qui a produit des situations de reconnaissance ou de gêne ou d'empathie entre les spectateurs et les personnages. Ce qui était intéressant par exemple, c'est que, puisque je voulais parler d'écologie, même si dans le spectacle on en parle beaucoup sans en parler, en prenant la question par la bande, ces deux fameux personnages, Justine et Géraud, dans le spectacle, Justine étant présente aussi dans Féerie Générale. Justine, c'est donc cette jeune femme qui a pris la décision avec son compagnon de partir à la campagne et puis de construire sa maison bio. La scène a beaucoup marqué dans le spectacle puisqu'elle est très efficace, très drôle. Elle a la dimension aussi d'un sketch avec quelque chose qui est de l'ordre d'un trait grossi. Et c'est une scène qui a fait beaucoup rire et qui a été interprétée par certains spectateurs comme une scène de moquerie à l'égard des choix décroissants, du renoncement à la vie urbaine, alors que
En l'occurrence, nous, il s'agissait, s'il fallait positionner politiquement le spectacle, plutôt de faire un spectacle qui défendrait l'idée que la conscience collective est urgente pour qu'on sorte de ce cycle économique et historique, plutôt que de faire un spectacle anti-écologique. Mais on s'était beaucoup dit aussi que on ne veut justement pas faire un spectacle pontifiant, que toute chose peut être interprétée de façon ambiguë, que la critique et la manière de prendre les choses de biais, on peut l'appliquer à différents éléments du monde contemporain, qu'on ne veut justement pas livrer un message. Et moi, ça m'a étonné qu'il y ait tellement de véhémence qui se manifeste de la part de certains spectateurs sur ce passage-là, comme si finalement on ne pouvait pas non plus rire de tout et tout critiquer et tout moquer. Bon. Donc, pour finir sur ce premier plan du comment faire, effectivement, le spectacle enchaîne une série de possibilités que des personnages qui nous ressemblent adoptent et finit quand même en ouvrant le spectacle vers l'idée que ce comment faire, si on y trouve une réponse, elle sera sans doute que collective, mais ça on le dit d'une manière qui n'est pas directe, qui passe par une sorte de petit détour. La scène se passe en montagne, parce que là encore, Emmanuel, et je me reconnaissais totalement là-dedans, tenait à ce que les choses ne soient pas dites de façon univoque et frontale. Après, effectivement, la question, quand on met le comment faire des personnages en abîme pour soi-même, en tant qu'artiste, en tant que metteur en scène, la question c'est comment faire aujourd'hui avec le théâtre, comme Emmanuel se demande comment faire aujourd'hui avec la fiction. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin au théâtre d'autre chose que de simplement avoir des fictions qui ne s'interrogeraient pas en tant que fiction. C'est-à-dire que le théâtre, clairement, ne peut pas devenir le lieu qui évacue toute fiction, parce que sinon il se transforme en un lieu théorique, un lieu d'abstraction, un lieu d'édification, et ça s'appelle l'université, ou ça s'appelle le livre théorique, on n'a pas besoin de ça. Et en même temps, une fiction qui ne se questionnerait pas du tout comme fiction, où le quatrième mur serait totalement là, bien sûr qu'on peut en avoir encore besoin, et que le théâtre sait encore le faire, et doit encore le faire. Mais bon, c'est une vieille histoire, le cinéma le fait avec d'autres moyens depuis plus d'un siècle. Et puis les séries télé aujourd'hui ont réactivé aussi ce genre-là, le genre du feuilleton romanesque, avec il me semble, la capacité d'arriver à des chefs-d'œuvre aujourd'hui qui sont vraiment des lieux de fabrication, de personnages, de situations. Et je crois que le théâtre doit faire autre chose. Et je pense qu'il est le lieu de la langue d'abord, c'est-à-dire le lieu pour justement travailler sur le discours d'une manière qui ne soit pas simplement un usage non critique de la langue, que c'est l'endroit du coup de la poésie, mais d'une poésie, comme dirait Nathalie Quintane, une poésie pas spécialement poétique, une poésie qui ne se donne pas comme une poésie poétique, mais une poésie qui est l'endroit de la langue qui s'interroge sur elle-même, qui s'interroge sur ses propres usages. Et je pense que le théâtre peut être le lieu unique, parce que pour le coup, ni la série, ni le théâtre, ni le cinéma ne le font, où on frotte la fiction avec son dehors, où on frotte la fiction avec le savoir, ce qui peut être justement la manière d'assumer la spécificité absolue du théâtre, qui est le lieu où on assemble des gens dans un temps partagé, et qu'on peut à la fois être dans ce moment jouissif de la fiction, où on raconte des histoires, mais ce moment tout aussi important et jouissif, où on va se parler les uns les autres. Et c'est le moment où, par exemple, le comédien peut sortir du personnage pour s'adresser au spectateur en tant qu'interprète et créer ce qui, justement, au cinéma et dans la série télé qu'on regardera sur son ordinateur n'est pas possible, c'est-à-dire sur ce lien réel. Et enfin, je ne définis pas le théâtre à partir de ce que j'en fais, mais je constate qu'on est de plus en plus nombreux aujourd'hui à vouloir faire un théâtre qui justement va parler du monde en ne se contentant pas d'inventer des grandes fresques, des nouveaux grands récits, et qui prend le moment précieux et fragile du théâtre pour être justement dans ce dedans-dehors de la fiction, ce dedans-dehors de la théorie, cette friction du savoir et de la fiction. Et moi, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire, et de ce point de vue, c'est vrai que quand j'ai découvert qu'Emmanuel Pirer existait, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose avec ça. Enfin, en tout cas, je m'y reconnaissais, quoi.